Histoire mondiale de la France. Ouvrage collectif dirigé par Patrick Boucheron. Aujourd'hui, 1105, Troyes, capitale du Talmud. Écrit par Juliette Sibon, lu par Michel Escaut. Au début du XIIe siècle, la ville de Troyes en Champagne abritait la figure exceptionnelle de Rachi, rabbin et commentateur de la Bible et du Talmud, dont le travail innerva la tradition juive à travers le monde, mais également l'exégèse chrétienne. Il fournit aussi un irremplaçable témoignage sur les débuts de la langue française. Le 13 juillet 1105, Rabbeinu, notre maître, Shelomo, Salomon, ben Itzhak, fils d'Isaac, mondialement connu sous l'acronyme postérieur de Rachi, mourait à l'âge de 65 ans environ à Troyes, dans sa ville natale, où il avait passé la quasi-totalité de sa vie. Considéré depuis plus de 900 ans comme le plus grand commentateur juif du Talmud et de la Bible de tous les temps, ses textes et ses idées ne connurent aucune frontière, ni géographique, ni confessionnelle. Ils circulèrent immédiatement au-delà du réseau des écoles juives, yeshivot, et de leurs berceaux champenois, et nourrirent le travail des plus grands savants chrétiens, contemporains et postérieurs. Ainsi, dès 1109, l'abbé de Cîteaux, Étienne Harding, offrait une version chrétienne plus sûre des Écritures grâce à sa collaboration avec des rabbins de France, dont peut-être, mais sans certitude, Rachi lui-même, selon une méthode de travail appelée à se développer à partir du XIIe siècle dans les cercles des théologiens chrétiens. Tandis que dans le nord de la France se créaient des écoles rabbiniques autour d'un maître plus ou moins réputé, à l'instar du centre d'études que Rachi fondait à Troyes, les écoles cathédrales se structuraient dans un même mouvement de récapitulation des savoirs, destiné à servir de base à un enseignement renouvelé, appelé à se renforcer dans le cadre des premières universités au siècle suivant. La nouvelle version de la Bible chrétienne, réalisée en 1109, n'est que le premier témoignage du rayonnement de l'œuvre immense du Maître d'Israël, comme il est aussi surnommé en hébreu. Immense par l'ampleur du travail sur le Talmud qu'il mena tout au long de sa vie. Non seulement Rachi soumit les traités talmudiques à une étude critique, mais il fit de même avec son propre texte, dont il ne réalisa pas moins de 3 versions, la dernière restant inachevée. Cas unique dans l'histoire des idées, les commentaires de Rachi ont été intégrés dès le Moyen-Âge au Talmud de Babylone, dont l'autorité s'est largement imposée en monde juif. Immense aussi par son approche résolument pédagogique de la Torah. Pendant des siècles, et jusqu'à ce jour, dans les centres de Talmud Torah et dans les synagogues du monde entier, des grandes villes américaines aux hameaux du Yémen, du Birobian à Canberra, en passant par Johannesburg ou les Mellahs du Maroc, les Juifs ne lisent pas la Torah sans se demander comment le Moré Morenu, ou maître des maîtres, avait compris le passage. Pour Rachi, la Bible est anthropocentriste. Elle enseigne la connaissance et l'amour pratique de l'homme que Dieu a fait libre. Immense, enfin, par son influence. Les gendres de Rachi, époux de ses 3 filles, et ses petits-fils, appelés tosafistes, ajoutèrent des gloses à celles du maître, et le Moyen-Âge offrit des surcommentaires postérieurs. Les manuscrits de Rachi se multiplièrent dans les bibliothèques juives médiévales de tout l'Occident, y compris en Europe méditerranéenne. Des chrétiens hébraïsants y recoururent directement, tel Herbert de Bocham, secrétaire de l'archevêque de Canterbury, Thomas Becket, qui s'exila avec ce dernier en Champagne en 1164. Le grand penseur franciscain de la première moitié du XIVe siècle, Nicolas de Lyre, parfois surnommé l'imitateur de Rachi, le citait en latin à de nombreuses reprises. Plus tard, les réformés et les premiers traducteurs modernes de la Bible, à l'instar de Martin Luther, n'omirent pas d'utiliser ces gloses. Au tournant du Moyen-Âge, la diffusion des idées du maître connaissait une nouvelle impulsion. Son grand commentaire de la Torah reste le premier ouvrage en hébreu dont on connaît la date d'impression, 1475. Bien qu'entièrement rédigé en hébreu, langue de la liturgie et des lettrés juifs, ces gloses recèlent des milliers de mots puisés dans la langue française, que Rachi appelait « notre langue ». Grâce aux propriétés quasi phonétiques des caractères hébraïques, elles permettent non seulement de mettre au jour un répertoire composite presque totalement oublié, mais aussi de saisir la manière dont les mots étaient réellement prononcés en Champagne dans la seconde moitié du XIe siècle.
Soucieux d'exprimer les réalités de la Bible et du Talmud dans la langue parlée de son temps, afin de les rendre pratiques par de l'alésage, Rachi peut être considéré comme l'un des premiers grands auteurs français, antérieur à Chrétien de Troyes. Aucune œuvre contemporaine du XIe siècle, Chansons de Roland, Vie de Saint-Léger ou de Saint-Alexis, ou encore Chansons d'Alexandre, ne fournit un tel lexique de termes français, les azim en hébreu, dans les domaines de la vie quotidienne et des techniques, activités et objets domestiques, parties de vêtements, meubles, noms d'animaux et de plantes, aliments, maladies, tissage, viticulture, tannerie, batellerie, chasse, pêche, noms d'armes. Les grands dictionnaires actuels de la langue française, Robert et Larousse, font d'ailleurs de nombreuses références aux glosses de Rachi comme première occurrence connue de tel mot, voire de telle onomatopée. Rachi avait en outre une réelle curiosité pour des langues qu'il ne connaissait pas, comme l'arabe et les langues slaves. S'il peut être considéré comme l'un des premiers grands auteurs français, c'est aussi parce qu'il vécut quasiment toute sa vie en Champagne. On ignore presque tout de sa biographie. Né vers 1040, il ne quitta sa ville natale que pour partir étudier dans les plus grands centres talmudiques de son temps, ceux de la vallée du Rhin, à Worms et à Mayence. Il revint vers 1067. Il fut peut-être viticulteur. Mais il se consacra surtout à l'enseignement dans son école, qui devint rapidement célèbre dans tout l'Occident. Il reste aussi connu pour avoir importé de Rhénanie l'institution du rabbinat, existant dès l'époque talmudique, mais qui avait manifestement disparu dans la première moitié du Moyen Âge. Seule la légende alimentée par les traditions populaires lui prête de lointains voyages. En réalité, il ne fit qu'un autre séjour de travail à Worms au début des années 1170. Contemporain des massacres perpétrés en mai-juin 1096 dans la vallée du Rhin, à Metz, Spire, Worms, Mayence et jusqu'en Bohême, par des bandes de croisés partis pour la Terre Sainte à l'appel d'Urbain II, sa plume ne fit étonnamment pas le moindre écho de ces terribles épisodes consécutifs à la croisade, traditionnellement considérés à l'origine de la détérioration de l'existence des Juifs en Occident. Rachi était aussi un responsable communautaire qui veillait, par le biais de ses responsa, teshuvot en hébreu, ou actes de jurisprudence rabbinique, à l'application de la loi du royaume. La loi du royaume, ou celle du roi capétien d'abord, non transcendante, qui se heurtait aux airs de puissance des grands laïcs et ecclésiastiques. Au temps de Rachi, le royaume des Capétiens connaissait une présence juive, certes, non linéaire, mais ancienne. Bien qu'impossible à identifier de manière sûre et exhaustive, les implantations juives y étaient nombreuses, dans les villes et les villages du royaume royal et des principautés, qui composaient le régnum. Ainsi, à Paris, Saint-Denis, Lyon, Mâcon, Nîmes. Ce ne fut que dans le courant du XIIe siècle que la prépotence du prince tenta de s'imposer, du moins en théorie, par le biais d'ordonnances à portée générale. Or, la première en la matière, promulguée en 1144 par Louis VII, ordonna précisément l'expulsion de tout le royaume des Juifs relapses, convertis au christianisme, puis revenus au judaïsme. L'ordre resta sans suite et pour longtemps encore, les privilèges et franchises des Juifs furent régulièrement négociés avec les pouvoirs locaux. La loi du royaume était donc aussi et surtout celle du comte. Parmi les grands du royaume, qui tenaient à fixer les Juifs de leur principauté, face aux incursions juridictionnelles des Capétiens, figurait le comte de Champagne, dont la politique se perçoit au travers des responsa du maître savant et décisionnaire. Comme dans tout l'Occident latin, les Juifs s'épanouissaient à Troyes, dans le cadre de la communauté, dont les responsables veillaient notamment à ce que chacun s'acquittât de l'impôt dû au comte. Les responsa de Rachi livrent enfin de précieuses informations sur la vie des Juifs à Troyes et sur leurs relations avec les chrétiens. Ainsi, selon l'usage de France, un chrétien avait envoyé à Rachi des œufs et des gâteaux pendant la Pâque juive, Pessah. Les Juifs de Troyes se consacraient à des activités économiques diverses, telles l'agriculture, le commerce et le prêt à l'intérêt. Ils possédaient maisons, vignes, champs et outils de travail. Ils pouvaient vivre selon les commandements du judaïsme et disposaient d'une synagogue. Il ne reste rien aujourd'hui de la synagogue dans laquelle Rachi lisait et priait.
Mais en consacrant une pièce musée à sa vie et à son œuvre dans la synagogue du XVIe siècle récemment rénovée, le centre culturel Rachi affirme tout ce que le judaïsme mondial lui doit, ainsi que tout ce que ses écrits ont également apporté au monde chrétien occidental. Le legs de Rachi et des Tosafistes constitue une composante sur laquelle la ville de Troyes fonde aujourd'hui son développement touristique et culturel. Ainsi, la création de l'Institut universitaire Rachi en 1989, Centre européen d'études supérieures et de recherche hébraïque, participe assurément du rayonnement intellectuel et universitaire de la ville et de la région. Et au-delà des enjeux patrimoniaux locaux et régionaux, l'année 1105 s'inscrit régulièrement au nombre des commémorations nationales.